Voilà. Tu as sa parole. Merci. Bien évidemment, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je suis ravi d'avoir autant de monde devant moi. On va parler d'un peu de bouteille. Alors, on va prendre de la bouteille, même si je sens que la faim vous gagne et que le repas se ferait bien sentir. Alors, Madame Plouvier nous a présenté juste avant, après Montré. Et moi, je vais vous présenter l'annexe au départ, comme elle est conçue, donc la verrerie de Voreau. Alors, cette verrerie, bon, c'est assez banal, hein, il y a des millions de bouteilles qui ont été produites, on la connaît beaucoup par ces bouteilles, on la connaît un peu moins par le verre à vitre qui a encore été produit, on en reparlera tout à l'heure, et puis surtout on parle de la famille de Violaine, mais cette famille, il n'y a pas qu'une famille, il y a des gens qui cherchent, etc. Alors le verre à bouteille, c'est pas bien compliqué à fabriquer. Je reprends rapidement l'histoire pour Madame Plouvier. Nous avons compris qu'Augustin de Violaine force la main de l'autorité militaire puisqu'il installe quand même sa verrerie à Maison Bleue. Elle est officiellement autorisée le 24 mai 1826 et la première halle, la construction débute en 1827. Le four se met en route en 1828. Alors en 1834, on notera qu'à cause de la cherté du bois, eh bien, on utilise à Voreau la houille des mines d'Anzin et de la Belgique. Alors je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui tout ça nous paraît très proche. Pour l'époque, c'est assez compliqué, puisque vous avez deux solutions pour récupérer la houille. Soit vous la faites arriver par bateau, soit vous la faites arriver par charroi. Alors je vous conseille de faire arriver ça par bateau. Et la position de Maison Bleue, bien évidemment, est très intéressante, même si l'Aisne n'est pas encore rendue totalement navigable. Pourquoi ? Simplement parce que par charroi, vous payez les yeux de la tête. Et puis surtout, une toute petite chose à laquelle on ne pense pas, une verrerie fonctionne 7 jours sur 7, et en hiver. Or, qu'est-ce qui se passe en hiver ? Et je rappelle qu'en hiver, on a déjà des barrières de dégel. Et oui, et donc si vous préférez, comment fait-on pour amener le charbon si on a interdiction de transporter nos charrois de charbon qui représentent quand même grosso modo entre 2 et 3 tonnes à chaque fois par charroi. Donc ça, ce sera un très gros problème. Je ne l'ai pas rencontré pour Voreau, mais pour d'autres verreries qui sont assez proches, effectivement, pour le transport en hiver, ça devient très compliqué. Alors, cette verrerie, voici une image retrouvée depuis peu sur Internet. C'est une image des bâtiments, et il y en a quelques-unes à la fin de mon propos, une image des bâtiments construits, et tout ça c'est au moment où ça a été largement pilonné et bombardé au cours de la Première Guerre mondiale. Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale, donc je trouvais que, alors malheureusement je n'arrive pas à lire le millésime qui est gravé sur la pierre au centre, mais je pense que ça doit correspondre effectivement aux dates que je vous ai citées juste avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la composition des bouteilles ? Madame Plouvier, tout à l'heure, nous a parlé de sulfate de soude, etc., etc. Autant vous le dire tout de suite, pour du bouteille, on va se compliquer beaucoup moins l'existence, puisque je vous rappelle quand même qu'on utilise des sables calcaires, bon, le sable c'est la base, des cendres, et oui, on oublie totalement que la cendre c'est très bien, puisque ça contient beaucoup d'éléments intéressants, ou lessivés, et puis de la soude de varech. Alors pour ceux que ça intéresse, rappelez-vous vos promenades sur la plage avec du goémon. Tout ça vous paraît très loin, mais en fait on en récupère très facilement. Et puis des sels de soude et des sulfates de soude. Alors bien évidemment, qu'est-ce qui coûte le moins cher ? Les cendres neuves, les cendres lessivées et les soudes de varech. Après, ça devient de la chimie un petit peu plus compliquée. Madame Plouvier vous l'a expliqué, on fait de la chimie un petit peu plus complexe après Montré. Pour la bouteille, on n'en a pas besoin. La bouteille, c'est du bas de gamme. Alors, puisqu'on parlait d'Henri Vaux, je n'ai pas pu résister au plaisir de mettre des analyses effectuées par Henri Vaux sur des verres à bouteille. Vous remarquerez quand même qu'entre 1862, vous avez compris, 1862, on emploie encore des cendres pour fabriquer la bouteille. Et bien en 1889, on voit qu'on a toujours, bien évidemment, la silice, la chaux, et puis là on passe à de la soude. Là on est vraiment dans ces cas-là dans des produits chimiques qui sont bien plus purs et beaucoup moins chers, puisque maintenant la commercialisation et le traitement de la soude c'est beaucoup plus facile. Vous remarquerez aussi qu'on a un petit peu de peroxyde de fer, puisque je vous rappelle quand même que pour obtenir un verre foncé,
parfois ça peut tirer vers l'ambre, si vous préférez, le jaune-brun. Eh bien en fait, c'est simplement parce qu'il y a présence d'oxyde de fer dans les sables qui sont utilisés. Alors, si on était à la compagnie de Saint-Gobain, on essaierait d'épurer ce sable en utilisant de l'acide sulfurique. Ici, on est dans de la bouteille, donc en fait, on peut laisser le faire sans problème, l'oxyde de fer dans la composition. Alors, Madame Plouvier l'a rappelé, j'insiste, on va fabriquer des bouteilles de champagne. Il faut que vous compreniez bien que la bouteille de champagne, c'est d'un empirisme complet. On ne sait toujours pas, il faudra attendre les années 1900, que c'est à cause de la présence du sucre dans le jus qu'il y a fermentation malolactique, et qu'à cause de cette fermentation malolactique, il y a développement de gaz carbonique qui lui-même va se redissoudre dans le liquide qui est comprimé dans la bouteille. Je vous rappelle quand même que quand on est au printemps, dans la bouteille de champagne, on va passer en quelques heures, quand il y a 2 degrés de plus en cave, on peut passer de, allez, on va dire, la pression d'un pneu de voiture à 3 fois la pression d'un pneu d'autocar. Vous pensez bien que si la bouteille est mal fabriquée, elle va littéralement exploser. Alors tout ça, on ne sait pas du tout. Donc on essaie de trouver des endroits où on fabrique de bonnes bouteilles. Alors au départ, De Violaine est réputé pour ses bouteilles champenoises, mais aussi surtout pour ses bouteilles à destination des fabricants d'eau gazeuse. Et puis, il y a bien sûr la conquête de la clientèle champenoise, et il y a une personne qu'on ne peut absolument pas éviter en Champagne, c'est la veuve Clicquot-Ponsardin, qui a des idées bien arrêtées. Je vous rappelle quand même que pour la veuve Clicquot-Ponsardin, il n'est pas possible d'utiliser une bouteille tant qu'elle ne l'a pas éprouvée elle-même pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous envoyez des bouteilles que vous changez de composition, c'est non. Vous m'envoyez un échantillon, je le teste pendant 2 ans, et après 2 ans, si j'ai des bons résultats, je vous commanderai des bouteilles avec la nouvelle composition. Donc tout ça paraît un peu empirique, mais n'empêche que la veuve Clicquot veut des bonnes bouteilles. Alors, comment tester ces bouteilles? Là, vous avez De Violaine qui se targue d'avoir des bouteilles qui résistent au terme moyen de 26 et 27 atmosphères. C'est déjà pas mal, on fait ça sur la machine Collardo. Et puis, il y a surtout la pression et la forme. Alors tout à l'heure, Madame Plouvier nous a présenté le type prémontré, qui est une bouteille très 18e, on en reparlera tout à l'heure. Alors la bouteille évolue. Alors d'abord parce qu'il faut pouvoir la stocker. Je vous rappelle quand même que la type prémontrée que vous avez vue tout à l'heure se stocke en cave très difficilement. Quand vous commencez à rendre le fût de plus en plus cylindrique, vous pouvez de mieux en mieux stocker des bouteilles. Alors aujourd'hui, sachez qu'on n'a pas le droit d'entreposer plus de 36 bouteilles les unes sur les autres. Au-delà, la 37e est écrasée par les 36 autres. Alors vous voyez que la forme évolue, on met beaucoup de temps, tout ça c'est sous la houlette de la veuve Clicquot. Alors bien sûr, pas de dessin. La veuve Clicquot dit à De Violaine comme à d'autres, vous m'envoyez des bouteilles, ah ben celle-là me plaît bien, pardon, je mets un petit cordon rouge, je vous la renvoie par coursier. Demandez à votre verrier, à vos verriers, de me refaire la bouteille que j'ai bien aimée. C'est totalement empirique, et le verrier fait ce qu'il peut. C'est pas toujours facile. Alors, je vous en présente quelques-unes que vous connaissez désormais. C'est la forme champenoise d'aujourd'hui. La champenoise aussi, elle a pris du poids. Elle est passée de moins de 800 grammes à plus d'1 kilo. Tout ça, c'est lourd pour les verriers, il ne faut pas oublier. Sachez que la cadence de fabrication, normalement, on considère que la bouteille de champagne, on en fait pour une équipe de 4 personnes, dans les années 1880, à peu près quelque chose comme 60-66 bouteilles à l'heure. Pour une équipe de 4 personnes. Il faut quand même manipuler. Et puis la champenoise, c'est une production risquée. Parce que je vous l'ai dit, on ne contrôle pas du tout la fermentation malolactique, et donc on va essayer d'éprouver les bouteilles. Alors vous avez quelques essais ici. Alors, 15 atmosphères, 19, 22 atmosphères, tout ça est très très bien. On teste plusieurs, dont les De Violaine, qui, ma foi, résiste bien. Et comme Bergogneau fait cette expérience en janvier 1836, il recommence en février, puisqu'on veut vraiment tester la solidité. D'ailleurs, si je vais vous faire une petite parenthèse, De Colnay, pour intéresser les maisons de champagne, va trier ses bouteilles. Elles vont être d'une réputation telle dans les caves qu'il va y avoir plein de commandes, et on pourra lire dans les correspondances, oui, mais les bouteilles d'après ne sont pas aussi bonnes que celles que l'on a éprouvées. Mais malheureusement, on fait avec la fabrication.
Alors, on recommence bien évidemment l'expérience sur la machine Collardo, l'expérience à la pression, et vous remarquerez que bien évidemment, eh bien, les moyennes sont excellentes. Alors, si elles sont excellentes, il faut m'expliquer pourquoi on a de la casse. Ah ben oui, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi y a-t-il de la casse? Parce qu'on ne maîtrise absolument pas la fermentation malolactique. Or, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une mauvaise récolte, très peu de grains, on ne peut pas commander de bouteille, puisque je vous rappelle que c'est le seul vin qui se fait dans une bouteille. Dans le Bordelais, vous cueillez vos grappes, vous mettez en tonneau, terminé. En Champagne, vous cueillez votre grain, vous le pressez, vous le mettez en tonneau, première fermentation, puis en avril, vous le mettez en bouteille. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ce que n'arrivent pas à comprendre les gens, c'est qu'en fait, on ne commande pas de bouteille tant qu'on n'a pas de grappes de raisin sur les vignes. Donc une année où un hiver a été rigoureux, un printemps catastrophique, et que vous avez très peu de grappes, ce qui se passe dans les années 1809, 1810, 1811, c'est une catastrophe quand tout est verrier à bouteille. On a beau dire que nos verriers sont réputés, ça ne sert à rien, il n'y a pas de grains. Bien, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien simplement parce que sous l'effet de la pression, on ne maîtrise pas l'effet de la pression, on comprendra plus tard, et ça je ne vous l'ai pas mis, qu'en fait, il faut bien répartir la matière. Parce qu'une bouteille se souffle par le cul, pardonnez-moi cette expression, et une fois que vous avez fabriqué du fût dans un moule de fond, eh bien, vous tirez l'épaule, vous allongez le col. Or, vous l'avez compris, si vous tirez l'épaule, où affinez-vous la masse de verre? Au niveau des épaules. Qu'est-ce qui se passe donc lorsque la pression de la bouteille s'exerce à l'intérieur? Elle va s'exercer l'endroit le plus fragile, les épaules. La plupart du temps, ça casse à ce niveau-là. Donc vous remarquerez, je vous l'ai mis quand même, vous remarquerez qu'en 1838, eh bien, on a à Aumont, qui est une verrie des plus réputées, on a 41% de casse. Alors vous allez me dire, la veuve Clicquot a tout perdu. Soyons pas stupides quand même, la veuve Clicquot ne l'est pas. Toutes les maisons de champagne remplissent leur cuvée annuelle dans des bouteilles qui viennent de différentes verreries. On ne va pas risquer sa fabrication d'une année sur une seule verrerie, ce serait stupide. Voilà. Alors la bouteille de champagne, c'est compliqué, et ça a un coût. Vous avez l'enquête de 1848 qui vous annonce que le salaire des souffleurs, on parle bien des souffleurs en bouteille, varie de 8 à 10 francs, ce qui est déjà pas mal pour l'époque. Vous avez quelques comparaisons juste en dessous, mais le plus important, ce n'est pas que le forgeron et les fournalistes ont 2 à 4 francs, que les femmes ont 60 centimes à 1 franc. Le plus important, c'est de regarder le coût de fabrication. La matière première, les matières premières, ça vous fait 30%, et le coût de la main-d'œuvre vous fait 30%. Ces 30%-là, considérez qu'en fait, il y en a à peu près 25 dus au soufflage, puisque les verriers se paient, et ils viennent d'un peu partout. Pourquoi, madame Plouvier tout à l'heure n'a pas cité Sainte-Ménéhould ou bien Charleroi? Ce sont des centres où on fabrique des bouteilles, et on a besoin de verriers qui savent souffler de bonnes bouteilles. Sauf qu'eux-mêmes ne savent pas s'ils soufflent de bonnes bouteilles. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, on ne maîtrise rien. Mais par contre, la veuve Clicquot, comme toutes les maisons de champagne, sont prêts à en payer le prix. Madame Plouvier a cité des tarifs, c'est quand même fantastique, puisque la bouteille de champagne, elle vous rapporte à peu près entre 30 et 34 francs le 100, ce qui est à peu près le double d'une bouteille commune. Bon, c'est risqué, puisque je vous rappelle quand même que si la bouteille casse en cave, au-delà d'un certain pourcentage, eh bien, la maison de verrerie est obligée de rembourser la cuvée. Et ça, jusqu'il y a encore pas très longtemps, puisque dans les années 1930, une verrerie, celle de Courcy, fermera ses portes parce que les bouteilles étaient mal fabriquées. Il y a des hommes au sein de cette communauté, ce sont des verriers, il y a une très forte communauté verrière, il n'y a pas de corporation, mais une très forte communauté. Et puis parmi les petites choses que j'ai pu relever, 1869, une société des ouvriers de la verrerie, donc c'est une société d'entraide, de secours, la fameuse chapelle érigée en 1874, et puis Saint-Laurent qui est, entre guillemets, décrété patron des verriers en 1877. Alors pourquoi je dis décrété? Parce qu'en fait, si vous allez en Lorraine, le patron des verriers, c'est Saint-Nicolas. Voilà. Vous allez à d'autres endroits, ce sera un autre saint, on finit par prendre Saint-Laurent. Pourquoi j'insiste sur ce côté? Simplement parce qu'il faut savoir tout de même une chose. Oui, alors on va reparler de l'église qui rentre dans l'usine, etc. Ce n'est pas la question. Il y a quand même un événement très important, c'est qu'en fait, puisqu'il n'y a plus de religion d'État, eh bien vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est une chose libre à vous. Le seul problème, c'est que les enfants qui travaillent en usine, eux, sont livrés eux-mêmes.
Et on voit très bien dans plusieurs centres verriers, dès 1841, on s'inquiète de quelle est leur éducation. Alors bien sûr, vous pouvez soumettre l'éducation avec un petit pendant religieux, mais en tout cas, on s'inquiète de ce que peuvent devenir les enfants. Il y a au moins une instruction à suivre. Alors l'instruction, c'est pas facile à suivre quand même, puisque je vous rappelle qu'on travaille à la fraîche. Parfois, ça commence à 2-3 heures du matin, les enfants compris, bien évidemment, et on termine ça quelques heures plus tard, quand on est à un four à pot, donc la journée s'arrête quand le pot est fini, et malheureusement, quand on passera au four à bassin, on n'est pas encore là, là il n'y a pas de fin, puisque c'est un véritable tonneau des Danaïdes, mais je vous en reparlerai juste après. Alors je vous présente quand même des hommes, des femmes et des enfants, on les a cités, mais moi ce que j'aime surtout c'est décomposer la carte postale. Regardez derrière, on voit parfaitement les verriers soufflés, vous le voyez, j'ai fait 2 agrandissements en bas. Les verriers sont à l'étage, puisque là on est en 1900, on est sur un four à bassin, il y a un plancher de travail, les moules en contrebas, et puis ils sont à hauteur du four qui est juste là. Alors si vous avez remarqué la photo juste avant, vous avez vu qu'il y avait une petite descente. Là c'était l'accès au cendrier, avant, parce qu'il faut bien accéder quand même, quand on chauffe au charbon, accéder au cendrier. C'était pas très pratique pour celui qui travaille en dessous, je vous le dis tout de suite, puisqu'en fait, quand vous brûlez du charbon, et plus tard quand vous brûlez du gaz de charbon, mais là n'est plus la question, je vous rappelle quand même quand le charbon brûle, que vous êtes au sous-sol, vous respirez quand même des choses qui ne sont pas très agréables pour la santé humaine. Mais bon, ça c'est un autre problème. Alors, ces verriers, on en reparlera juste après, eh bien ces verriers font aussi du verre à vitre. Martine Pouvier en a parlé tout à l'heure. En 1845, on lit dans la revue scientifique industrielle que, eh bien, on vient de transférer la fabrication des verres à vitre blancs et de couleur à Voreau. Parfait, rassurez-vous, on y fabriquait déjà des cloches à jardin, verre blanc et verre bleu, il y a d'énormes commandes, et puis des bouteilles rondes ou carrées, en verre jaune clair, vert clair, bleu clair et même bleu foncé. Ça fait rêver les fabricants de bouteilles d'aujourd'hui, oser dire qu'il y avait des bouteilles bleu foncé. Je peux vous assurer qu'après avoir visité une verrerie très contemporaine, on nous a expliqué que c'était très compliqué de faire comprendre aux maisons de champagne qu'on pouvait avoir des bouteilles de champagne en verre bleu. Ça pouvait être que vert, bien évidemment. Aujourd'hui, ça a changé. Alors, le dossier de dommages de guerre mentionne toujours des étendries, il y en a plusieurs, au sein des bâtiments qui ont été détruits. Alors, je vous rappelle que l'étendrie, si vous ne le connaissez pas, le verre à vitre, c'est une très très grosse bouteille, sans colle, un gros tube à essai. Vous le fendez dans le sens de la longueur, vous le réchauffez dans l'étendrie, mais pas trop fort, vous réchauffez à peu près à 500 degrés, et sous l'effet de la chaleur, la feuille de verre va se déplier. C'est pour ça que vous avez besoin de l'étendrie, et vous avez un étendeur qui passe son temps avec un raclot de bois à bien aplanir la surface. Regardez les vieux bâtiments, vous verrez quand même que c'est pas tout à fait plat, on voit des petits reliefs. Regardez-les, allez à la bibliothèque municipale de Lens, c'est pas mal. Alors, la verrie est un bon rapport. Je vous dis 34 francs le sang de la bouteille, c'est très bien. Je vous laisse une petite comparaison. La fortune d'Augustin de Violaine à son décès, c'est 1,6 million. C'est déjà pas si mal. Rassurez-vous, rien de bien exceptionnel, puisque les maîtres de verrie de Trélon, qui font de la bouteille de champagne, c'est 1,5 million pratiquement. Donc vous voyez, il y a une petite fortune à accumuler. Je vous rappelle quand même que c'est pas trop compliqué à fabriquer la bouteille. Il faut juste payer les bons verriers. Et les matières premières, ça ne coûte pas bien cher. Alors, de Violaine ici, je l'ai remis juste pour le plaisir, pour rappeler à Madame Clouvier qu'effectivement, on va bien fonder la société de Violaine ici, mais qu'il est bien stipulé qu'on n'a pas le droit de faire des glaces et des miroirs. Et pourtant, nous sommes le 23 juillet 1880. Ça paraît un petit peu désuet, mais la famille de Violaine est fidèle à la parole engagée devant le notaire. La bouteille, c'est toute une technique. Il faut la souffler à la bouche, dans un moule. Vous verrez après. Il faut en faire la piqûre, donc enfoncer pour que... Alors c'est paradoxal en bouteille de champagne, puisque tant que la bouteille fermente, vous avez un dépôt, mais c'est le seul vin que vous consommez sans dépôt. Je vous rappelle qu'il est dégorgé. Et tout ça pour compliquer le propos des verriers. L'empontillage, autrement dit, on reprend la pièce par le cul pour pouvoir en fabriquer le sommet du col, et je vous ai mis un agrandissement de la photo de 1910, puisque vous voyez, on utilise ce qu'on appelle un sabot. Ce sabot qui permet d'enclencher, c'est en fer, qui permet d'enclencher la bouteille chaude, de maintenir la bouteille chaude, de réchauffer l'extrémité et de la fabriquer. On fabrique aussi l'embouchure avec ce qu'on appelle des fers à embouchure.
Tout ça vous paraît d'une simplicité, ça a demandé des années de mise au point, chacun de son côté. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, je vous conseille d'aller visiter l'Institut national des propriétés industrielles et de la propriété industrielle. C'est très bien parce que les brevets ne sont jamais garantis. Si vous avez quelqu'un qui vous copie, c'est à vous de porter plainte. Alors aujourd'hui, c'est totalement dépassé, mais à l'époque, vous pouviez déposer le même brevet que le voisin sans aucune difficulté. Le recuit. Les bouteilles de champagne doivent être recuites, c'est-à-dire refroidies lentement dans une chaleur dégressive, puisqu'elles ont encore à peu près 400 degrés quand elles sont terminées. Alors vous voyez une petite fourche à dedans pour les déposer, et le recuit s'effectue en déposant les bouteilles dans des grandes carcasses, en fait des grandes chambres chaudes. Une fois que la chambre est pleine, on ferme la porte, et pour les bouteilles de champagne, on attend à peu près 48 heures pour qu'elles refroidissent. Tout ça a un coût, mais c'est pas grave. Les clients champenois vous paieront 34 francs le 100. Donc, cela ne pose pas de problème. Mais il va tout de même y avoir de la nouveauté. Et cette nouveauté est assez rare pour la signaler chez De Violaine. Vers 1852-1855, ils introduisent le soufflage au moyen d'une pompe à air. Ça, c'est assez exceptionnel. Pour ceux qui connaissent, il y a la pompe d'Ismaël Robinet à Baccarat, dans les années 1820. Il y a aussi du côté de Bordeaux, à la verrie du Bacalan, chez les frères Couture, dans les années 1830, le soufflage à l'air avec un réservoir à vent, un réservoir à air, et puis à Voraux, il y a cette pompe à air. Sauf que le procédé n'est pas du tout apprécié par les verriers. Mais rappelez-vous, pour la verrie commune, les bouteilles communes, pas de problème, on veut bien, ça va bien, mais pour la bouteille de champagne, les verriers ne veulent pas. Il paraît que ce ne sera pas aussi solide, et puis surtout, rappelez-vous ce qu'a dit la veuve Clicquot Ponsardin, si vous faites quelque chose de neuf, donnez-moi la bouteille, j'atteste 2 ans. Bon. L'idée est la même, donc on va reculer, les deux Violaines vont reculer, vont appliquer le soufflage avec une pompe à air pour les bouteilles communes et vont garder le soufflage à la bouche avec la maîtrise du travail pour les verriers qui fabriquent des bouteilles de champagne. Des bouteilles communes, je vous en laisse quelques exemples si vous voulez, il y en a mais alors des quantités et des quantités, à vous de choisir. J'espère que vous apprécierez la bouteille normande, on pourra en reparler très longtemps. Et puis surtout, chez les deux Violaines, on l'a vu, après montrer très attentif au progrès technologique, eh bien, on va passer au moule tronché. Alors, le moule tronché, c'est très joli, c'est un très joli nom, je suis d'accord avec vous. C'est la première fois, en 1880, qu'on met au point un moule pour la bouteille de champagne. Cette bouteille très, très, très difficile à fabriquer, et qui permet de la fabriquer pratiquement en entier. C'est-à-dire que là, on arrive juste en dessous de la bague et de la lèvre qui se fabrique avec le fer en embouchure. Ça, c'est rarissime, c'est tellement rarissime qu'en fait, 3 verreries vont être intéressées et vont racheter le brevet. Je vous ai mis la verrie de Fourmies dans le Nord, la verrie d'Hirson dans l'Aisne et la verrie de Violaine qui est très attentive à l'évolution technologique. Voici le moule tronché. Et vous avez sur le côté, alors je vous ai entouré, alors vous avez la savate et la pédale. Donc on met le pied dans la savate pour ouvrir le moule et on pose le pied sur la pédale pour enfoncer la molette qui permet de fabriquer la piqûre. Tout ça vous fait gagner beaucoup de temps. Dans la chauffe des fours aussi, les deux Violaines sont très attentifs puisqu'en fait ils vont adapter leur 6 fours, d'abord à 2 grilles, ça c'est l'ancien système, puisqu'on jette le charbon direct, et puis on va commencer à utiliser le gaz de charbon, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais rappelez-vous que si vous gazéifiez le charbon, ce qu'on appelle un gazogène, et pour les gaziers, il y a toujours ce problème des vapeurs. Donc il faut avoir un endroit bien ventilé, et s'il est mal ventilé, vous avez des relais. Puisqu'une intoxication au monoxyde de carbone n'est pas tout à fait intéressant pour ces malheureux verriers. On va passer au four à bassin et ensuite on va passer à l'alliance, parce que c'est fini d'être tout seul. On va passer dans ce qu'on appelle le groupement des verreries champenoises. En fait, tous les fabricants de bouteilles champenoises vont s'associer, non pas que tout est aplani, non. Chacun a sa part de marché et à côté, on estime qu'on ne se fait plus concurrence pour la bouteille de champagne. Mais à côté, vous faites ce que vous voulez. Folembray, par exemple, va se développer dans la partie isolateur électrique à partir de 1900. L'isolateur électrique, comme vous n'avez pas remarqué, c'est la bouteille de champagne. C'est le même verre, en fait. On ne va pas changer, quand même, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça a un très bon rapport. Et on va aller moderniser jusque très loin. Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à trouver pour Voraux, si Voraux est passé à la machine bouchée.
Alors j'irai très très vite. La machine bouchée, un verrier. Pour fabriquer une bouteille, c'est 10 ans de formation sur le tas. À regarder les anciens, les plus vieux. La machine bouchée, 15 jours. Voilà. 15 jours, on ne souffle plus, c'est la machine qui souffle pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est recevoir le verre comme vous le voyez sur la photo en bas, couper la quantité nécessaire, point de compression avec de l'air comprimé, un petit volant sur le côté, une fois que vous avez fabriqué la bague, vous retournez, vous soufflez avec de l'air comprimé, vous avez le corps, voilà, fini. Ça va beaucoup plus vite et ça ne sera pas utilisé pour les bouteilles de champagne. Parce qu'encore une fois, il faut les éprouver. On les éprouvera et on sera d'accord pour les utiliser à partir du début des années 20. Alors que la machine bouchée, c'est un brevet de 1884. Et quand même, on est très très réticents chez les maisons de champagne. Alors la variété de la production, je vous le remets comme ça pour le plaisir. Hein. Vous connaissez la Coca Mariani? Si, recherchez sur Internet, on en trouve de la Coca Mariani. Et puis vous avez bouteille de Bourgogne, et puis surtout la bénédictine. Et c'est ainsi que je vais terminer mon propos, puisqu'en fait, vous allez revoir une bouteille que vous avez vue tout à l'heure avec Mme Plouvier. Elle y ressemble beaucoup en tout cas. La bénédictine, Folembray ou Voreau? Ah ben figurez-vous que... Est-ce que je peux vous le dire? Folembray, là vous avez un exemple de fabrication de machines achetées, donc début des machines automatiques. Là vous avez... Alors, je vous ai mis juste pour le plaisir Carl Van Loo, en fait, pour des bouteilles anciennes qui sont sur la nappe. Et puis surtout, Folembray, donc je vous présente la Thévenote, puis à côté la Thévenote et la bénédictine. Folembray ou Voreau? Non, la Belgique. Ah si, je vous assure, regardez, vous avez là-bas tout au bout la bénédictine, demi, et la bénédictine entière. Folembray ou Voreau? Eh bien, c'est Voreau. Depuis peu, avec les recherches menées auprès des archives du Palais Bénédictine, il apparaît clairement qu'en fait, la bouteille bénédictine n'est pas du tout ce qu'a écrit Eugène Plouchard, mais il n'y est pour rien. En 1900, la bénédictine n'est pas du tout la Thévenote. Elle y ressemble beaucoup, et bien évidemment pour le journaliste en 1900, quand les deux bouteilles sont exposées, elles se ressemblent énormément. Mais en fait, tout passe par Hédard. Alors il faut savoir qu'en 1864, début 1864, vous avez un certain Alexandre le Grand, rien à voir avec celui que vous connaissez du côté de l'Indus. Et bien en fait, Alexandre le Grand a l'idée de remettre au goût du jour ce qui va devenir la liqueur que vous connaissez, la liqueur bénédictine. Et il a besoin d'un contenant spécifique. Alors pour que vous compreniez bien, il a un timing à respecter. C'est-à-dire qu'en fait, il fait plusieurs essais, sa liqueur est au point, il lui faut une bouteille. Hédard est contacté, puisque c'est un grossiste sur Paris, Hédard est contacté, et on est vers février. Il propose la verrie de Voreau, puisque Hédard est purement et simplement le représentant des bouteilles de Voreau et Prémontré sur Paris. Alexandre le Grand, vous savez, Paris c'est la plaque tournante, on sait tout de tout, et Alexandre le Grand veut une bouteille bien spécifique qu'il va appeler, entre guillemets, ce qu'on appelle la bouteille baroque. Sauf que, il a pris un modèle d'une bouteille ancienne 18e, sur laquelle il veut absolument qu'il y ait ce fameux petit cercle en relief qui doit contenir et retenir la cire qu'on va appliquer, parce que je vous rappelle quand même que Alexandre le Grand est un maniaque de la probité, puisqu'en fait vous avez du parchemin, vous avez de la cire, vous avez une ficelle, la ficelle descend des deux côtés, doit être calée dans la cire, qui est calée elle-même dans le petit cercle. C'est un vrai cauchemar, sauf que ça ne va pas du tout. C'est pas facile à fabriquer du tout. Alors d'abord, pour Voreau, il faut mettre un verrier, spécialement à cette fabrication. Ensuite, paradoxalement, et c'est avec les archives qu'on s'aperçoit que Alexandre le Grand débute sa demande, j'ai presque fini, rassurez-vous, débute sa demande en début 1864, il avait déjà commencé avant. Parce qu'en fait, Voreau récupère un moule qui avait déjà été utilisé avant, et d'après les recherches que nous avons menées, il semblerait qu'en fait ce moule ait été à l'origine un moule de gobeletterie. Autrement dit, à l'origine, la bénédictine devait être dans une carafe. Voilà, qui aurait ressemblé à ce que vous avez là. Sauf que pour Alexandre le Grand, ce n'est pas probant, et donc il va se tourner vers la verrie à bouteille, sauf que quand Voreau reçoit le moule, il leur dit « mais ça ne peut pas fonctionner ». Mais croyez-vous qu'on va réusiner un moule? Vous ne pensez tout de même pas, ça coûte trop cher. Donc en fait, on va demander
au personnel de Voreau de retailler le moule, de repositionner correctement. Ça devient extrêmement compliqué, mais Alexandre Le Grand, à son timing, il sait que la saison balnéaire débute fin juin. Début juillet, il doit avoir ses bouteilles pour fin juin, début juillet. Et il aura ses bouteilles pour fin juin, début juillet. Sauf qu'il est tellement exigeant qu'à la fin, Hédard finit par dire à Voreau, écoutez, je vous recopie la lettre d'Alexandre Le Grand en intégralité, parce que moi, j'y comprends rien du tout, ça devient extrêmement complexe. Il veut cette petite encoche. Et rappelez-vous quand même, je terminerai par ça, c'est beau cette petite encoche, mais ça doit se faire à la main. Donc vous imaginez la pince pour faire le fer à embouchure pour faire le col, mais ensuite, une fois que vous avez fait le col, vous devez pincer à 2 endroits précis pour pouvoir laisser passer le cordon qui sera, lui, emprisonné dans le logement où on va mettre la cire. Et voici un exemple. Regardez, vous avez un sabot pour bénédictine à Voreau. Et je termine là-dessus. Est-ce qu'on en a bousillé des bénédictines? Alors non, il ne s'agit pas de destruction, le bousillage est un privilège, entre guillemets, une interdiction, entre guillemets. En fait, vous avez le droit de subtiliser un petit peu de verre sur le four, de le travailler pour vous et de le ramener à la maison. C'est strictement interdit. Voici l'article 11 du règlement des verreries de Voreau, de Violaine-Essy. Il est interdit de sortir quoi que ce soit de l'usine. Je vous rappelle quand même qu'encore aujourd'hui, c'est du vol qualifié. Donc on ne peut pas se permettre. On peut se permettre tout, puisqu'en fait, de la verrerie de Voreau, on ne connaît que l'histoire. On a des plans, certes, on aurait aimé avoir un petit peu plus d'images, mais comme vous le savez, cette verrerie va être pile, mais on ne peut pas faire mieux, pile sur la ligne de front. Bien sûr, je vous conseille d'aller voir le dossier de dommages de guerre, mais tout de même, et je terminerai là-dessus, voici les quelques photos que j'ai retrouvées sur Internet. Nous sommes à la fin de la guerre. Vous les voyez, ces bouteilles? Il y en a plein. Il y en a partout. Voilà. Et puis il y a d'autres bâtiments. Ces bâtiments qui ont été détruits. Là, vous avez des logements. Alors là, on ne peut pas faire mieux, je veux dire. Alors, juste, je terminerai par une petite anecdote. L'Office de reconstruction industrielle va quand même dire aux deux Violaine qu'il ne faut pas exagérer. Parce que non seulement ils réclament des dommages de guerre pour la destruction des bâtiments, mais en plus, on peut lire dans le dossier de dommages de guerre qu'ils réclament à l'armée allemande la location des bâtiments pendant l'occupation des troupes. Là, l'Office de reconstruction industrielle, on va tout de même pas... Non, vous ne pouvez pas à la fois demander des dommages de guerre pour destruction et à la fois des dommages de guerre pour occupation. Effectivement, c'était occupé par l'armée allemande puisqu'on est sur la ligne de front. Voilà, je vous remercie. Et je vais terminer sur une chose, la bouteille bénédictine coûtait plus cher qu'une bouteille de champagne, puisqu'elle faisait 40 francs le 100. Et après tractation entre Alexandre le Grand et de Violaine, on est descendu à 36 francs le 100, à condition que le Grand en prenne 80 à 100 000 bouteilles. Et savez-vous, lors de sa première vente de la première année à l'été 1864, il aura pratiquement vendu à la suite la totalité de sa première production. Aujourd'hui, ce sont des millions. Merci.